Merci beaucoup, cher ami professeur Yousra. Alors, je suis ravie aujourd'hui de voir mes chers amis, mes chers collègues, mes chers maîtres, et j'ai l'honneur de discuter avec vous et de partager avec vous ce sujet concernant les cancers différenciés de la thyroïde. On va commencer par la prise en charge préopératoire. Alors, avant de parler de la prise en charge préopératoire proprement dite, je partage avec vous les dernières données épidémiologiques concernant les cancers différenciés de la thyroïde. Alors, selon cette enquête Globocan, on estime, qu'aujourd'hui, il y a 448 915 nouveaux cas de cancer de la thyroïde qui sont diagnostiqués en 2020 dans le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on compare ce taux avec les années 80, on remarque que l'incidence a augmenté. Alors, cette augmentation de l'incidence, elle est liée à une meilleure reconnaissance diagnostique. Aujourd'hui, on reconnaît bien ces cancers de la thyroïde. Jusque-là, tout va bien. Lorsqu'on regarde les rectangles en rose, ça signifie la mortalité. On se rend compte que cette mortalité est faible. Et elle était faible avant. C'est-à-dire qu'elle est restée stable. Malgré la meilleure reconnaissance des cancers de la thyroïde, on ne change pas la mortalité. Et puis la question qu'on se pose, pourquoi on reconnaît bien ces cancers, mais on ne change pas la mortalité? L'explication qui est donnée tout simplement, c'est parce qu'on diagnostique beaucoup les micro-cancers de bon diagnostic. Ces micro-cancers, lorsqu'ils sont laissés sur place, ils n'allaient pas probablement donner des symptômes, ils n'allaient pas de toute façon retentir sur la mortalité. Mais ici, les auteurs concluent à un problème de surdiagnostic, parce que si on ne change pas la mortalité, il ne faut pas oublier le risque qui est lié à la chirurgie. C'est-à-dire, pas de bénéfice n'égale pas de risque. Il y a toujours un risque qui est lié à la chirurgie. C'est-à-dire que le rapport bénéfice-risque est défavorable. C'est pourquoi on parle d'un surdiagnostic, d'un surtraitement qui est un problème de santé publique. Ce n'est pas le cancer qui est un problème, mais le surtraitement qui est un problème de santé publique. Alors, maintenant, ces cancers différenciés de la thyroïde, on va le découvrir soit lors de l'exploration d'un nodule thyroïdien, qui représente la situation la plus fréquente, tout en sachant que ce cancer ne représente que 5% des nodules explorés. Et puis, lorsqu'on regarde les pièces de thyroïdectomie, le microcarcinome, on va le trouver dans presque la moitié de ces pièces de thyroïdectomie totale. Et puis, la dernière situation qui est un petit peu rare, c'est lorsqu'on va diagnostiquer ce cancer à un stade plus avancé suite à une adénopathie cervicale ou des métastases à distance. Alors, maintenant, on parle de la prise en charge préopératoire, avant la chirurgie. C'est un patient qui va consulter et qui va venir nous voir pour un nodule thyroïdien. Et puis, c'est à nous d'identifier parmi tous les malades qui consultent pour un nodule, les vrais malades qui présentent un cancer, les vrais malades qui présentent des nodules malins, qu'on doit les proposer pour une chirurgie optimale d'emblée, pour éviter tout ce qui est reprise et tout ce qui est morbidité liée à la reprise. Comme ça, on peut améliorer le pronostic. Et de l'autre côté, on ne va pas être content si on propose un malade à la chirurgie alors qu'il a un adénome folliculaire et il présente une hypoparathyroïdie après la chirurgie. Ça s'appelle la iatrogénie. Donc, on doit à tout prix éviter cette iatrogénie en respectant tous les nodules qui ne nécessitent pas un traitement spécifique. On a dit que l'objectif, il est simple. Il faut identifier ces nodules malins. C'est l'objectif principal de cette prise en charge préopératoire. C'est-à-dire qu'on parle d'une étape de sélection. C'est une étape de stratification de risque. Et pour bien stratifier ce risque de malignité avant la chirurgie, il faut bien évaluer ces nodules avant la chirurgie. Alors, je vais parler de cette évaluation en se basant sur les dernières recommandations européennes et françaises.
Alors, tout d'abord, on va commencer par l'évaluation clinique. On insiste sur cette étape qui doit constituer toujours la première étape. On ne va pas commencer par l'échographie d'emblée, ce n'est pas le premier examen, mais c'est l'évaluation clinique qui doit se faire en premier. Désolé pour le problème d'adaptation, mais le plus important, c'est que c'est vrai que ce nodule, il peut avoir l'apparence d'un nodule banal avec un examen clinique qui est tout à fait normal. Mais lorsqu'on a des arguments cliniques en faveur de la malignité, il faut dire que ces arguments, ils ont une valeur prédictive positive tellement élevée. Et surtout lorsqu'on a plus de 2 arguments en faveur de la malignité. Et à partir de notre évaluation clinique, on peut se situer, on peut déjà stratifier le risque, on peut dire déjà est-ce qu'on est à haut risque de malignité ou non. Par la suite, sur le plan biologique, maintenant tout le monde est d'accord qu'il n'y a que la TSH. Le seul examen biologique qu'on doit demander dans le cadre des bilans, dans le cadre de l'évaluation initiale des nodules thyroïdiens. Alors, c'est en raison de stratification de risque, on va se demander est-ce qu'il y a un lien entre ce taux de TSH et le risque de malignité de ce nodule. La réponse est oui, mais indirectement, dans le sens où la TSH, c'est les bases. Il va nous permettre d'identifier les nodules autonomes qui sont associés à un faible risque de malignité. Après, tout le reste n'est pas systématique. La calcitonine, on connaît les indications très bien et de toute façon, c'est indiqué avant toute chirurgie. Parce que le CMP, il nécessite une prise en charge chirurgicale qui est totalement différente. La calcémie est aussi indiquée avant toute chirurgie thyroïdienne pour ne pas méconnaître une hyperpara qui doit être opérée en même temps que la chirurgie de nodule thyroïdien. Pour ce qui est de dosage de thyroglobuline, il n'y a pas une indication dans l'évaluation initiale de ce nodule thyroïdien, sauf une situation exceptionnelle et en même temps pas consensuelle. C'est lorsqu'on est devant un malade qui présente des métastases diffuses, pulmonaires et osseuses, et il n'a pas un primitif connu, mais il a un nodule thyroïdien. Et on incrimine son nodule thyroïdien. Alors là, on peut doser la thyroglobuline, mais on parle d'un seuil qui est très élevé. C'est plus de 1500 pour pouvoir évoquer cet éventuel primitif thyroïdien de ces métastases. Maintenant, sur le plan échographique, après l'évaluation clinique et biologique, c'est vrai, c'est le gold standard dans la stratification de risque de nodules. Et je ne vais pas m'attarder ici, ça a été très bien traité dans l'atelier de ce matin par Dr Edouard. Cette échographie, il va nous donner un score au ThyRATS et puis on va regarder aussi, et on s'intéresse aussi à regarder les signes accessoires. Ça ne change pas le score au ThyRATS, mais ça module au sein de ce score le risque de malignité. C'est-à-dire, si je prends un nodule qui est au ThyRATS 5, c'est l'équivalent d'un risque entre 26 et 87%. Est-ce que je suis à 26% ou je suis à 87%. C'est une fourchette qui est très large. Les signes accessoires vont moduler ce risque et vont me permettre de dire est-ce que je suis dans la limite haute de ce risque ou bien je suis plutôt dans la limite basse de ce risque. Alors, deuxième objectif de l'échographie, et c'est tellement intéressant, c'est que on fait une échographie cervicale et pas thyroïdienne, on examine en même temps et on étudie les aires ganglionnaires. Et à chaque fois, on a un ganglion, il faut bien le caractériser. Il faut bien chercher les signes de malignité. Et puis, il faut aussi compléter par un dosage de thyroglobuline après cytoponction. Ça va guider l'étendue de la chirurgie. Ça nous intéresse de connaître comment les principaux cancers différenciés de la thyroïde se traduisent sur le plan échographique. Alors, le carcinome papillaire classique, il a été très bien détaillé par Dr Edouard, c'est l'aspect d'un nodule au ThyRATS 5 et il a très bien dit que l'échographie est faite pour ce genre de carcinome papillaire. Dans un quart des cas, il va avoir un aspect de ThyRATS 4. Alors, pour le carcinome folliculaire, c'est le nodule qui est volumineux, c'est le nodule qui est
entièrement solide avec une vascularisation intranodulaire caractéristique. Et il faut toujours faire attention à chaque fois qu'on est devant un nodule solide, entièrement solide et volumineux comme ça. Il faut faire attention et allumer le Doppler et chercher la vascularisation intranodulaire. Alors pour le carcinome oncocytaire, l'aspect c'est celui d'une hypoéchogénicité avec une macrocalcification. Et c'est un nodule, lorsqu'on va le cytoponctionner, on va avoir une catégorie 4 et c'est très évocateur d'un carcinome oncocytaire. Et pour le carcinome sclérosant diffus, c'est un aspect échographique qui est très pathognomonique. Déjà, le terrain est intéressant parce que surtout les jeunes avec une auto-immunité, avec une thyroïdite auto-immune. Et puis, sur le plan échographique, on voit ici des microcalcifications diffuses. Ça peut intéresser une partie de lobe ou tout le lobe. Et une caractéristique très très importante, c'est que des mêmes côtés de ces microcalcifications, on trouve une adénopathie avec des microcalcifications de même type, et c'est pathognomonique carcinome sclérosant diffus. Alors, après cette évaluation clinique, biologique et échographique, on arrive maintenant à l'évaluation cytologique. Tout ce qui est indication en fonction de la taille et en fonction des scores au TIRAT, on les maîtrise bien. Et puis, ça ne change pas dans les nouvelles recommandations. Par contre, on va détailler quelques situations particulières de la cytoponction. C'est la situation de ce nodule infracentimétrique, mais il est fortement suspect. On a dit que le bénéfice de la chirurgie, en tout cas, il se révèle malin, on ne trouve pas toujours un bénéfice de la chirurgie. Et le rapport bénéfice-risque n'est pas toujours favorable. C'est pourquoi il faut vraiment sélectionner les malades qui vont nécessiter cette cytoponction ou bien ils vont nécessiter cette chirurgie. C'est surtout les patients jeunes parce qu'on ne va pas pouvoir les surveiller éternellement. On ne va pas pouvoir les surveiller pendant 30 ans, 40 ans, c'est contraignant. Et surtout lorsqu'il y a des signes inquiétants à l'échographie comme la position à proximité de la capsule des nerfs laryngés avec des signes d'extension extra-thyroïdien et aussi ce nodule qui est associé à une adénopathie cervicale. La deuxième situation particulière, c'est celle d'un nodule qu'on a diagnostiqué suite à la réalisation d'un PET scan FDG. On appelle ça bien sûr incidentalome thyroïdien. La particularité ici, c'est que le risque de malignité est de 30 à 35%. Ce n'est pas les 5 à 10% comme les autres nodules. Ça impose la réalisation d'une échographie, bien évidemment, et en fonction des scores au TIRAT, on va décider par rapport à la cytoponction. Sauf qu'on va ponctionner les nodules supracentimétriques 4 et 5, et puis les TIRAT 3, c'est à partir de 20 mm. La troisième situation particulière maintenant, c'est lorsque j'ai un nodule avec une TSH moins de 1 et indication théorique à la cytoponction. Maintenant, dans le dernier consensus, on propose de faire une scintigraphie avant pour identifier ces nodules autonomes qui ne nécessitent pas une cytoponction. Alors, les arguments derrière cette recommandation, c'est tout simplement la TSH dans les séries des nodules autonomes, il n'est pas toujours très freiné. On peut avoir une TSH normale et dans la limite basse de la normale. Ça d'une part. Et d'autre part, le risque de malignité des nodules autonomes, on le connaît, il est très faible. Et la troisième raison, c'est que lorsqu'on fait une cytologie, on va trouver une cytologie indéterminée et ça n'aide pas beaucoup. Maintenant, la particularité de l'enfant, c'est encore une fois, l'enfant, c'est un risque de malignité beaucoup plus élevé que l'adulte et l'indication de la cytoponction, c'est pour tous les nodules supracentimétriques. Maintenant qu'on a fait cette cytoponction, l'analyse cytologique, c'est facile parce qu'on a cette terminologie internationale dans sa dernière version 2023. Ça nous donne le type de catégorie, le risque de malignité et aussi une proposition de conduite à tenir.
Cette évaluation cytologique, il va nous permettre une stratification de risque, mais beaucoup plus précise. Dans le sens où, lorsqu'on a une catégorie 5 ou 6, 5 c'est suspect de malignité, 6 c'est malin, et ce sont les nodules qu'on va proposer à la chirurgie. Lorsqu'on a une catégorie 2, c'est bénin, s'il y a une concordance avec les autres arguments, et ce sont les nodules qu'on va les surveiller, bien sûr, s'ils sont asymptomatiques. Et puis, catégorie 1 veut dire c'est non contributif, il faut refaire la cytoponction. Jusque-là, la décision il est assez facile. Mais lorsqu'on est devant un risque intermédiaire, c'est la cytologie 3 et 4. 3, ce sont des lésions ou des atypés de signification indéterminée. Et 4, c'est le néoplasme folliculaire. Les deux correspondent à un risque de malignité de 30%. C'est-à-dire que si on propose une chirurgie diagnostique, on va la proposer inutilement dans 2/3 des cas. Et c'est beaucoup. C'est pourquoi il faut faire d'autres examens complémentaires qui vont guider la nature de ces nodules. Alors, ce qui est recommandé aussi, maintenant, dans cette catégorie indéterminée, c'est la scintigraphie ou technicien MIBI et c'est la biologie moléculaire. Maintenant, cette scintigraphie au technicien MIBI pour ces nodules indéterminés, pourquoi? Parce que tout simplement, il a une grande valeur prédictive négative. Alors, dans ces deux études prospectives qui ont étudié ces nodules indéterminés, ils étaient tous opérés et ils ont bénéficié d'une scintigraphie avant. Technicien MIBI toujours. Il s'avère que les malades qui n'ont pas fixé à la scintigraphie, ils avaient un nodule bénin à la nappade définitive. Et la valeur prédictive, c'est 100%. Et sur la base de ces données, nous avons maintenant la place de cette scintigraphie technicien MIBI dans cette catégorie indéterminée 3 et 4, selon les deux consensus européens et français. Maintenant, pour le PET scan FDG, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de place, ce n'est pas recommandé dans la caractérisation de ces nodules indéterminés, tout simplement parce que la valeur prédictive négative est sous-optimale. Mais pour la biologie moléculaire, là, c'est une grande place. Alors, ça permet d'identifier les nodules malins, d'une part, les proposer à la chirurgie, et aussi, ça permet d'avoir une idée sur le pronostic et de guider l'étendue de la chirurgie. Alors, pour conclure, je vais dire qu'aujourd'hui, nous avons des nouveaux consensus. Et puis, nous avons des algorithmes et des propositions de prise en charge en fonction des scores au TIRAT, en fonction de la catégorie BDESTA. Et tout ça, c'est tellement important. Maintenant, pour faire mieux, il faut vraiment raisonner en fonction du patient, en prenant le malade comme repère, pas la cytologie, pas l'échographie. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Encore une fois, celui qui a un risque intermédiaire, qui a une cytologie indéterminée. Risque à 30%, je suis entre les deux, surveillance, chirurgie, je ne sais pas quoi faire. Je regarde les recommandations, c'est une place pour la biologie moléculaire, c'est une place pour la scinti au MIBI, et je n'ai pas forcément ces deux examens chez moi. Et je vais être perdu entre les deux. Maintenant, si je regarde le contexte clinique, mon patient, il a un nodule ferme avec une adénopathie cervicale. Je fais l'échographie, c'est un OTIRAT 5 avec plusieurs signes de forte suspicion de malignité. Je suis dans la limite haute de cette fourchette OTIRAT 5. Je suis à 87% de ce risque. Je suis sûre que c'est malin déjà. La cytologie, s'il est indéterminé, il ne va pas me perturber, il ne va pas me déranger. C'est un haut risque de toute façon. Et c'est un malade que je vais proposer à la chirurgie. Après, il y en a beaucoup de situations, il y a beaucoup de situations possibles. L'idée, c'est qu'il faut à chaque fois évaluer ce risque en fonction de la clinique, en fonction de l'échographie, en fonction de la cytologie, en fonction de ce que j'ai. Je calcule le risque global, mais en fonction de mon malade. Comme ça, je peux éviter une chirurgie inutile. Et
une fois l'indication de la chirurgie est posée, j'oublie pas de demander une calcémie. On a vu pourquoi, la calcitonin, le statut ganglionnaire, la biologie moléculaire peut-être dans les années à venir, pas aujourd'hui. J'oublie pas d'informer bien mon malade et de discuter avec le chirurgien pourquoi on a proposé la chirurgie et qu'est-ce qu'on propose comme étendue de cette chirurgie. Et je vous remercie.